Donc, à nouveau, bonjour à tous et merci pour être là pour cette réunion, cette session francophone santé mentale et soutien psychosocial euh, pour les pays francophones. Donc, comme vous le savez, ce sont des réunions mensuelles qui sont organisées et aujourd'hui, l'idée, c'était de discuter et d'échanger avec vous autour de tout ce qui est coordination et fonctionnement des GTT santé mentale et soutien psychosocial dans les contextes humanitaires. Et on va garder pas mal de temps aussi pour discuter, puisque effectivement, là, je vous mets un peu les grandes lignes. Mais ensuite, évidemment, chaque GTT s'adapte aussi au contexte dans lequel il évolue, il travaille. Et la coordination, du coup, peut varier. Ce sera super intéressant d'avoir aussi vos expériences et vos retours en fonction des pays pour qu'on puisse partager un petit peu au-delà de chacun son territoire d'intervention. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Next slide, please. Alors, je reviens pas là-dessus, mais je voulais juste vous les mettre en petit rappel que santé mentale et le soutien psychosocial, c'est donc le terme qui a été choisi en 2007 quand il y a eu tout un travail de réforme humanitaire. Et donc, c'est un terme générique qui est utilisé dans les contextes humanitaires et d'urgence et qu'on voit de plus en plus souvent maintenant repris aussi par certains gouvernements dans le cadre de leur politique nationale de santé mentale, qui parle de toutes les interventions psychosociales et de santé mentale, à la fois tout le soutien que les personnes reçoivent pour protéger et promouvoir leur bien-être, et aussi pour prévenir et traiter les problèmes de santé mentale. Donc c'est un terme composite, mais qui fait vraiment partie du vocabulaire en santé mentale et soutien psychosocial dans l'humanitaire et qui vise à combiner tout un ensemble d'interventions de différents secteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise ce terme composite, puisqu'il renvoie à la fois à la santé, à la protection, mais aussi à tout un tas d'activités qu'on peut imaginer dans la nutrition, dans la wash, enfin dans l'eau et l'assainissement, etc. Next slide, please. Donc, le comité permanent interorganisation, le IASC, hein, comme vous le savez tous, maintenant, c'est ce qui s'occupe de la coordination dans les urgences au niveau des conflits, avec le déploiement de clusters sur le terrain. C'est un comité qui coordonne avec, au sein duquel vous avez les différentes agences des Nations Unies, des représentants des ONG nationales et internationales et un certain nombre de gouvernements et de bailleurs qui sont pas directement impliqués dans le IASC, mais qui suivent les recommandations du IASC au niveau global. Next slide, please. Donc, comment ça se passe quand il y a une situation d'urgence de type conflit et que c'est un dispositif IASC qui est mis en place? Il y a un coordinateur humanitaire, un coordinateur des secours d'urgence selon les cas, et il y a un certain nombre de clusters qui sont mis en place pour répondre à l'urgence. Et vous voyez que là, il y a effectivement à chaque fois une agence qui est responsable d'un cluster, la protection c'est le HR, la nutrition c'est l'UNICEF, etc., et qui déploie sur le terrain le cluster. En termes de santé mentale et soutien psychosocial, comme vous le savez, on n'est pas un cluster, on est un groupe de référence au niveau global et du coup, sur le terrain, on est des groupes techniques de travail qui sommes rattachés au groupe de référence, voilà, en termes de soutien et d'appui qu'on peut donner sur le terrain. Et donc, c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire que les groupes techniques de travail, santé mentale et soutien psychosocial, qui sont sur le terrain et qui rentrent dans l'architecture humanitaire. Donc là, l'architecture qui vous est présentée là sur cette diapo, c'est celle qui correspond au conflit. Mais vous savez qu'on peut avoir aussi un autre type d'architecture quand il y a une urgence de santé publique, où là, le dispositif est un petit peu différent. Et également quand c'est une crise qui est gérée par le HR, une crise principalement réfugiée. Mais dans tous les cas, ce groupe santé mentale et soutien psychosocial est un groupe de coordination qui vient pour faire que la réponse soit meilleure et plus adaptée au niveau du terrain. Next slide, please. Donc, on suit pour ça effectivement l'établissement des normes interorganisation qui ont été promulguées en 2007, qui sont toujours valides. Et depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres documents et d'autres principes qui ont été développés. Next slide, please. Alors, la structure du groupe de référence, je pense que c'est toujours intéressant pour vous de le savoir pour voir un peu le lien avec ce que vous faites sur le terrain. Donc, effectivement, ce groupe de référence, il regroupe 65 membres qui sont à part entière, qui sont donc des ONG internationales, des agences des Nations Unies,
Il y a 21 observateurs qui sont adhérents et 10 bailleurs. Et donc, il est l'idée actuellement par l'OMS et la Fédération internationale des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges, plus donc tous les autres sont des membres. Donc ça, c'est la même chose que vous, ce que vous avez sur le terrain, quand il y a un GTT avec des co-leads et des leads, et puis les membres du GTT. Ce groupe de référence, il fait un retour au secrétariat de l'OPAC et de l'IASC au niveau global. Donc, on rend des comptes tous les ans de nos activités au niveau de l'OPAC et du IASC. Et ainsi, le groupe est reconduit chaque année. Là, on vient d'avoir la validation que ce groupe était reconduit jusqu'à fin 2026. Et puis, en parallèle, les co-leads et les membres font tout un travail au niveau global de plaidoyer, d'accompagnement technique, etc., de tout un tas d'institutions et d'organisations ou de structures, comme vous voyez à gauche, les groupes de travail, le travail sur l'inclusion, les bailleurs, la conciliation de la paix, l'Alliance de la protection de l'enfant. Donc, comme vous allez faire sur le terrain avec, par exemple, le cluster santé, le cluster protection de l'enfance, le gouvernement, les associations locales. Et puis, en parallèle, le groupe de référence a un autre rôle qui est très important, qui est l'appui au niveau des pays, au niveau des groupes de travail technique, comme moi, je le fais pour les pays francophones. Et donc, à tout moment, vous pouvez solliciter le groupe de référence en tant que membre de GTT dans les pays pour avoir un appui et un support par rapport à ce que vous mettez en place sur le terrain en termes techniques et en termes aussi de gouvernance. Next slide, please. Donc, les groupes de travail technique, il y en a de plus en plus. Il y en avait 23 en 2020. Next slide. Et maintenant, il y en a 48 en 2021 et encore plus aujourd'hui. Next, please. Puisqu'aujourd'hui, là, c'était 2022, il y en avait 58 et il y en a encore plus aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire que ça prend de l'ampleur et qu'il y a de plus en plus de collègues qui développent des GTT sur le terrain pour travailler sur la coordination en urgence. Next slide, please. Alors, la coordination santé mentale et soutien psychosocial, c'est vraiment un enjeu clé pour les groupes techniques de travail santé mentale et soutien psychosocial. Dans vraiment l'objectif principal, c'est d'assurer une meilleure réponse en santé mentale et soutien psychosocial sur le terrain. À gauche, là, vous avez le manuel sur la coordination en santé mentale et soutien psychosocial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un livre de chevet qui est vraiment très, très utile pour savoir comment fonctionne un GTT et quels sont les rôles et responsabilités des uns et des autres. Donc, il y a pas mal d'informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui qui sont issues de ce manuel que vous pouvez effectivement télécharger de façon très facile. Puis, on mettra la référence aussi après en ligne. Next slide, please. Alors, ça veut dire quoi, coordonner? Bah, au milieu, là, donc, je vous ai fait un graphique où au milieu, vous avez le GTT santé mentale et le soutien psychosocial. Alors, ça veut dire qu'il y a une urgence, par exemple, et à ce moment-là, il y a des ONG ou des nations, ou les groupes des Nations Unies ou le gouvernement qui décident de mettre en place un système de coordination de la réponse à l'urgence en santé mentale et soutien psychosocial. Et donc, dans ce cadre-là, on l'appelle en général un groupe technique de travail santé mentale et soutien psychosocial, donc pour la réponse aux urgences. L'idée étant qu'un maximum de partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent en santé mentale et soutien psychosocial, soient présents au sein de ce groupe pour qu'on puisse évaluer si effectivement la réponse qu'on propose, elle est adéquate, s'il y a des doublons, s'il y a des besoins qui sont non couverts, et pour pouvoir coordonner la réponse tous ensemble. Donc ce GTT SMSPS, on va y revenir après pour la gouvernance, mais il est composé d'un maximum d'agences qui sont présentes et qui interviennent et qui vont discuter ensemble pour voir un petit peu comment on va faire à la fois du plaidoyer en santé mentale et soutien psychosocial, comment on va travailler pour faire une meilleure réponse aux urgences, etc., en appui aux structures déjà existantes. Ça veut dire donc que ce GTT, il va avoir à la fois à travailler avec les différents clusters, vous voyez par exemple sur la droite de la slide, avec potentiellement les académiques, le gouvernement et les différents ministères, les autres GTT, SMS, PS dans le pays, ça on y reviendra, puisque très souvent, vous allez avoir plusieurs GTT selon les zones d'urgence. Donc, ce matin, par exemple, j'étais avec le Burkina Faso. Il y a aujourd'hui 5 GTT en plus du GTT national
Au Cameroun, vous avez 2 GTT dans les provinces et un au niveau national. Donc en fait, c'est aussi de travailler en articulation au niveau du pays avec les GTT, mais parfois aussi avec les GTT qui sont transfrontaliers. Par exemple, on peut imaginer, on est en train de parler de la réponse soudanaise. Bah, c'est intéressant d'être en lien quand on est au Tchad avec nos collègues qui travaillent sur le Soudan et le GTT du Soudan pour mettre en place des outils ensemble et partager des informations. Le GTT, bien sûr, il est aussi en lien avec les ONG locales et internationales et les associations, et avec toute l'architecture humanitaire. Donc, quand c'est une architecture conflit, par exemple, le YASC, donc il va être dans les groupes de coordination intercluster, avec l'OCHA, etc., avec le coordinateur humanitaire. Et puis, au niveau global, il va être en lien avec le groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial du YASC. Donc, ça veut dire que le GTT a ce rôle-là d'avoir de multiples interlocuteurs et d'inviter un maximum d'interlocuteurs à être membres du groupe pour mieux coordonner la réponse. Next slide, please. Alors, le manuel de coordination, je vous montre un petit peu comment il est organisé pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Il y a toujours une partie 1. Il y a une partie 1 qui est là, plus globale, qui est sur l'introduction, la vue d'ensemble de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la structure humanitaire. Et là, comme je vous le disais, il y a à la fois quand on parle de conflits ou de catastrophes naturelles, mais aussi quand on parle d'une urgence publique, par exemple. Il y a certains éléments fondamentaux d'une coordination efficace qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, il y a les principes fondamentaux d'un groupe technique de travail santé mentale et soutien psychosocial que je vais un peu développer aujourd'hui aussi. Ensuite, dans la partie 2, il y a 6 actions de base qui sont des actions que doit mettre en place un GTT santé mentale et soutien psychosocial sur le terrain. Après, on ne fait pas forcément ces 6 actions en même temps et au même niveau, puisqu'il y a une question de temps, hein, bien sûr, pour arriver à tout faire. Mais en tout cas, il y a les 6 actions de base, les étapes possibles pour ces actions et des études de cas. Et il y a une partie annexe dans laquelle vous trouvez des outils qui sont beaucoup des outils très pratiques, des listes de vérification, des ressources supplémentaires, etc., que vous pouvez utiliser quand vous travaillez à la coordination du groupe technique de travail. Next slide, please. Alors, ces fameuses actions essentielles des groupes techniques de travail, nous aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur le premier, mais vous verrez que les autres sont aussi importants et font partie intégrante du rôle d'un GTT. La première action, évidemment, d'un GTT, c'est la mise en place et le maintien d'un groupe de travail technique qui soit efficace, qui coordonne bien les choses. Et aujourd'hui, c'est vraiment le focus de la présentation, c'est de voir comment s'assurer que le GTT fonctionne de façon la plus efficace possible. Mais le GTT, bien sûr, a d'autres rôles. On les évoquera pour certains, mais pas tous. Au niveau de la gestion de l'information, le fait d'établir des liens entre toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est évidemment le fait d'être un GTT qui rassemble l'ensemble des partenaires qui travaillent en santé mentale et soutien psychosocial. C'est en soi, évidemment, une façon de répondre à cette action. Il y a tout ce qui est renforcement des capacités, échange de connaissances et soutien par les pairs. Le volet suivi et évaluation. Et donc, reporting et partager aussi ça avec les différents partenaires pour faire mieux connaître et faire mieux valoir le travail qui est fait en santé mentale et soutien psychosocial, mais aussi les besoins, la promotion de la pérennité à long terme et le plaidoyer. Next slide, please. Alors, la première, puisque c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, donc c'est le maintien d'un groupe de travail technique. Le GTT, il doit inclure un large éventail d'acteurs locaux, nationaux et internationaux de la santé mentale et du soutien psychosocial qui sont actifs dans la réponse. Donc, idéalement, le GTT, son objectif, c'est de réunir tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent en santé mentale ou soutien psychosocial dans les différents secteurs, aussi bien la santé, la protection, l'éducation, la nutrition, etc., pour que tout le monde soit autour de la table et puisse dire quelles sont les interventions mises en place, qu'est-ce qui manque, comment on pourrait faire des systèmes de référencement qui fonctionnent, comment interagir avec le plan de réponse humanitaire, comment interagir avec les autres clusters. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui est clé et dont on pourra parler, c'est comment aussi aller mobiliser les différents intervenants. Et par exemple, le fait d'avoir des GTT dans les provinces est une stratégie qui est intéressante quand il y a une urgence dans une province,
de mettre en place un groupe de technique de travail sur place qui va vous permettre aussi d'avoir un accès plus important à toutes les associations nationales, les associations locales, qui sont des acteurs de cette région, qui ne sont pas forcément représentés en capitale, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui vont progressivement, et c'est ce qu'on discutait par exemple ce matin en Burkina Faso, grâce à la mise en place de GTT dans les provinces, ils arrivent à toucher beaucoup plus d'acteurs et d'associations qui interviennent localement et qui, à travers tout le travail qu'ils font au niveau du plaidoyer, sont ensuite motivés pour intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans leurs interventions et embaucher des psychologues. Donc ce travail-là, au plus près des zones d'intervention et des zones d'urgence, vous voyez, ça permet aussi de faire que cette dimension de santé mentale et soutien psychosocial soit progressivement prise par des acteurs qui, au départ, ne le faisaient pas et qui vont avoir envie de l'intégrer et donc où on va avoir un renforcement de la réponse sur le terrain. Next slide, please. Donc, ce maintien du groupe, là, c'est au début d'une urgence, mais ça peut être aussi, bien sûr, là, la plupart, il y a beaucoup de pays où il y a déjà des GTT qui sont en train de fonctionner, mais ça peut être aussi, comme je disais, un GTT qu'on développe à un moment donné parce qu'il y a une nouvelle crise, une nouvelle urgence. Le premier point, ça va d'être d'identifier et d'engager tous les acteurs qui existent en santé mentale et soutien psychosocial, de s'appuyer sur les structures de coordination existantes, c'est-à-dire voir s'il y a déjà de la coordination qui est faite ou pas, pour éviter évidemment de faire un doublon en termes de structure de coordination. Faire une réunion initiale où, on va le voir tout à l'heure, quand c'est le GTT déjà en place, avoir des réunions à un rythme très régulier. Faire le lien avec les stratégies et les plans nationaux. Pardon, je l'ai lu dans le mauvais ordre. Développer des méthodes de travail consensuelles. Élaborer des processus de coordination de routine. Donc là, comme je le disais, ça va être d'avoir une mailing list, d'avoir une réunion mensuelle, etc. Faire le lien avec les stratégies et les plans nationaux pour assurer une pérennité dans le temps des interventions et du groupe. Mobiliser les ressources. Et puis, évidemment, faire en sorte que le fonctionnement du groupe permette de réduire les différences de pouvoir et facilite la participation de chacun. On aura l'occasion d'y revenir. Next slide, please. Alors, ça, c'est l'objectif global, évidemment, de n'importe quel GTT, hein, c'est de réduire la souffrance et d'améliorer la santé mentale et le bien-être psychosocial. Et donc, en reprenant ce que je viens de dire, c'est bien sûr un maximum d'acteurs, avoir une réponse cohérente, pérenne et fondée sur les principes du IASC. Et il y a plein de défis auxquels vous faites face au quotidien et qui sont notifiés là, mais il peut y en avoir d'autres. C'est bien sûr un problème de financement. Souvent, les financements sont limités. Donc, c'est pas évident de trouver du temps pour pouvoir participer et animer le GTT SMSPS. Il y a des programmes et des contraintes de temps qui sont différents selon les organisations, les agences des Nations Unies, les ONG nationales, les associations de patients, par exemple. Et donc, il faut trouver des dénominateurs communs et une façon de se rassembler dans la complémentarité. Il y a bien sûr le fait que l'ensemble de ces organisations peuvent parfois être en rivalité sur les financements, sur les zones d'intervention, et donc il faut arriver à mettre ça de côté pour arriver à travailler de façon complémentaire et de façon la plus intelligente possible. Bien sûr, un autre élément qui peut être problématique est le fait de lier la santé mentale et le soutien psychosocial à un seul secteur ou un seul cluster, par exemple la santé ou la protection de l'enfance, et donc de plus avoir cette vision d'ensemble de la santé mentale et du soutien psychosocial. Et un autre élément, c'est de dupliquer des groupes de coordination. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être vigilant. Par exemple, d'avoir un groupe santé mentale sous le cluster santé et un groupe soutien psychosocial dans la protection de l'enfance. Là, l'idée, c'est justement de réunir tous ces partenaires dans un seul groupe, SMSPS, qui puissent travailler ensemble à ces différents volets. Next slide, please. Alors, donc, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, hein, vous le voyez, ça c'est une autre façon de le présenter, la coordination de l'action humanitaire ou le chef du gouvernement, avec un groupe de coordination intercluster. Donc là, on est bien dans une situation où le IASC est sur place et gère l'urgence de conflit. Et donc, le groupe de travail technique SMSPS est transverse à tout un tas de secteurs
avec le cluster santé, le cluster protection, les clusters éducation, nutrition, coordination et gestion des camps, etc. Et avec de préférence des points focaux dans chacun de ces clusters et une adaptabilité par rapport à ces clusters. Next slide, please. Alors, comment on va faire pour qu'un GTT soit efficace? Ça, c'est une slide qui est tirée de l'expérience qui a été faite et d'une enquête qui a été faite sur le terrain. Hein. Donc, ce sont vraiment là des qualités pour favoriser, et c'est une responsabilité de chacun des membres, pour faire en sorte effectivement que le GTT fonctionne de façon optimum. Donc, évidemment, c'est tout ce qui est confiance et honnêteté. Il faut avoir un leadership où on est à la fois stratégique et inclusif, où tout le monde a l'impression qu'il peut faire valoir son point de vue, participer aux échanges et discuter. Il y a une question, bien sûr, de fiabilité et d'être réactif, d'écoute et de communication. Je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, bah, vous imaginez bien, hein, c'est plein d'agences et d'organisations qui sont ensemble, bien sûr, qui partagent un objectif commun qui est de renforcer la réponse santé mentale et soutien psychosocial, mais c'est pas toujours simple, et donc ce sont vraiment des qualités qui vont permettre que chacun s'entende, y trouve son compte et son intérêt aussi dans le fait de participer au GTT et puisse améliorer la réponse ensuite sur le terrain. Next slide, please. Alors, plus concrètement, Théophile, il faudrait fermer votre micro. Merci. Alors, la mise en place d'un GTT sur le terrain. Le GTT, déjà, la première chose qui est importante, c'est qu'il est représenté par des organisations, représentées par des personnes. Et là, ça, vous le voyez, par exemple, je vous ai mis deux exemples, le GTT Nord Cameroun et le GTT à Adré, avec du coup les logos des différentes organisations. Ça, c'est une stratégie déjà qui, en termes de visibilité, poids pour vous en tant que GTT, est super important. C'est-à-dire d'avoir une slide, par exemple, une diapo, pardon, par exemple comme ça, où vous avez les logos de tous les participants à votre GTT, tous les membres du GTT. Ça donne du poids à votre groupe au sein de l'architecture humanitaire et au niveau de ce que vous allez pouvoir dire et donner de l'importance à votre représentation, puisque vous allez pouvoir vous faire valoir d'un certain nombre d'organisations et donc pouvoir vous exprimer en leur nom, au nom du GTT et de l'ensemble des membres du GTT. Donc, ce sont des petites choses, mais ça permet effectivement de noter tout de suite combien d'agences font partie prenante de votre GTT et d'avoir leur logo. Ça donne tout de suite beaucoup de visibilité à ce que vous pouvez faire. Le GTT, comme je le disais, il peut être mis en place au niveau national ou au niveau d'une zone spécifique. Il n'y a pas d'ordre. En général, les GTT, ils sont mis en place parce qu'il y a une urgence. Donc, l'urgence, elle peut être au niveau provincial, elle peut être au niveau national. Et donc, ça dépend un petit peu. Après, ce qu'il va falloir travailler, c'est l'articulation entre le niveau national et les provinces. Le mode de gouvernance, les agences lead et co-lead, elles peuvent être, et sont le plus souvent d'ailleurs, différentes au niveau national et dans les provinces. Pourquoi? Bah, si on prend l'exemple d'un pays, effectivement, comme l'idée, c'est que les agences qui sont membres, elles sont actives sur le terrain de l'urgence, elles mettent en place des programmes sur cette province-là. C'est très possible que, par exemple, je puisse avoir, si on prend un pays où il y a une urgence à l'est et à l'ouest, il est possible que mon organisation, elle est active à l'est, mais pas à l'ouest. Je vais donc participer dans le GTT à l'est, mais je ne vais pas forcément être partie prenante, évidemment, à l'ouest, puisque de toute façon, je ne développe pas de programme là-bas. Donc, les membres peuvent être différents dans chacun des GTT. Et de la même façon, les leads et les co-leads, qui sont le plus souvent élus par l'ensemble des membres du GTT, ils vont varier selon les zones, à la fois en fonction de qui est volontaire pour être lead et co-lead du GTT, qui a les moyens de le faire, on va y revenir, et aussi, bien sûr, qui est actif sur la zone. Et donc, c'est ce qui va faire que sur un même pays, vous pouvez avoir un lead et un co-lead au niveau national, un autre lead et un autre co-lead dans une autre province, un autre lead et un autre co-lead dans une autre province, et c'est pas un souci du tout. Next slide, please. Alors, la gouvernance du GTT SMSPS, comment ça se passe?
Donc en général, vous avez compris, il y a tous les membres, on essaye de réunir un maximum de membres, de gens qui interviennent en santé mentale et soutien psychosocial. On se réunit tous au sein de ce GTT et à partir de là, l'idée était effectivement de dire on va désigner un lead et un ou plusieurs co-leads et éventuellement des secrétaires et facilitateurs. Le nombre de leads, co-leads et facilitateurs, il est dépendant de la charge de travail et de la disponibilité des personnes. Le cas le plus classique, c'est un lead et un co-lead. Mais effectivement, en fonction de la charge de travail, en fonction du temps qui peut être dédié par la personne, on a parfois un nombre plus important de leads. On peut avoir des endroits où il y a un lead, deux co-leads. Il y a des endroits où il y a un lead, deux co-leads et un facilitateur. Donc ça, c'est aussi au niveau de chacun des GTT et en fonction des personnes qui se portent volontaires, d'évaluer la charge de travail et de voir le dispositif le plus pertinent. En général, les leads et co-leads et les facilitateurs, ce sont donc des agences et qui sont élues et non pas des personnes. Ce sont bien les organisations hein, qui sont élues, comme les membres du GTT, c'est des organisations, c'est des agences, c'est pas les personnes. Donc, ils sont élus pour une période donnée, souvent pour une durée d'un an ou de 2 ans par les membres du groupe. Donc ça dépend un petit peu des termes de référence hein, qui sont dans chacun des pays, ça peut varier. Il y a des pays où c'est toujours le lead est par le gouvernement. Il y a des pays où il n'y a pas le gouvernement dans les leads et co-leads. On essaye toujours qu'il y ait des ONG qui soient aussi lead et co-lead et des agences des Nations Unies. Donc, on essaye d'avoir ce qui aussi est sur un plan stratégique et le plus pertinent en termes de leadership pour nous représenter dans les différentes structures humanitaires et auprès du gouvernement. Et bien sûr, on essaye aussi, c'est une base de volontariat. Ça veut dire que une organisation qui va se porter en tant que lead ou co-lead ou secrétaire, eh bien, elle accepte qu'une personne de son équipe la représente pour jouer ce rôle-là. Et ça prend du temps. Donc, ça veut dire qu'effectivement, l'organisation, elle dit une partie du temps de quelqu'un de mon équipe en santé mentale et soutien psychosocial va être dédiée à la coordination et à porter le GTT en santé mentale et soutien psychosocial, parce qu'on pense que c'est important de se coordonner, parce qu'on pense que ça va aider la stratégie santé mentale et soutien psychosocial sur le terrain. Donc très souvent, c'est le fonctionnement qui est fait, des agences se portent volontaires, il y a une élection sur un certain temps de mandat, et ensuite il y a cette animation, cette gouvernance. À noter qu'il y a quelques cas aussi où on peut avoir un lead qui est financé par un bailleur, et dans ce cas-là, il est bien sûr financé au nom d'une organisation. Donc, c'est une organisation qui demande à un bailleur de financer le lead du GTT. Après, bien sûr, en avoir discuté avec l'ensemble des membres du GTT. Et dans ce cas-là, évidemment, la situation est plus simple en termes de temps, puisque le lead a une personne qui peut être 50% ou 100% dédiée à la gouvernance et au lead du GTT SMSPS. Et donc, on arrive à faire plus de choses, évidemment, que quand on n'a que 10 ou 20% de son temps qui peut être dédié à la gouvernance du GTT et qu'on fait ça, bien sûr, en plus de ses propres responsabilités au sein de son agence de rattachement, c'est-à-dire la gestion des programmes, la coordination de son secteur, etc., au sein de sa propre organisation. Next slide, please. Alors, quel est le rôle et les responsabilités? Quels sont les rôles et responsabilités des leads et des co-leads et des secrétaires facilitateurs? Donc, le lead et le co-lead, ils se partagent les tâches à la fois suivant les périodes et le volume de travail. Leur rôle, c'est d'agir en tant, bien sûr, ils représentent le GTT, hein, donc ils agissent en tant que points focaux pour le GTT sur la SMSPS et ils représentent le groupe de travail dans les plateformes de coordination pertinentes. On verra que ça, c'est un rôle qui peut être aussi en partie de représenter le groupe de travail délégué à des membres du GTT. Si par exemple, on a une organisation qui est membre du GTT et qui fait aussi partie du cluster protection, par exemple, on peut déléguer à cette personne de représenter le GTT au sein du cluster protection et ainsi partager les tâches et le volume de travail pour les leads et les co-leads. Les leads et les co-leads, ils assurent aussi la liaison entre le GTT SMSPS et tous les groupes, y compris donc les différents clusters, et ils communiquent les informations pertinentes qu'ils recueillent dans les différents clusters
au GTT également. Donc, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on passe des informations aux autres groupes, mais on recueille aussi des informations des autres groupes qui vont être intéressantes pour les membres du GTT. Le rôle des leads et des co-leads, c'est aussi de faciliter les réunions régulières du GTT et de préparer les documents pertinents. La plupart des GTT se réunissent environ une fois par mois, mais ça peut être plus souvent quand il y a une urgence et beaucoup moins souvent quand il y a beaucoup moins d'urgence, mais quand même, la recommandation, c'est plutôt une fois par mois. Ils facilitent le développement du plan d'action pluriannuel par le groupe. Ils assurent le suivi du plan d'action annuel et ils collectent et ils partagent les outils d'évaluation, les outils de référence, les lignes directrices humanitaires, la stratégie nationale en santé mentale et soutien psychosocial, et bien sûr les lignes directrices en santé mentale et soutien psychosocial. Donc, ils jouent un rôle comme ça aussi de sensibilisation, d'information, de renforcer les compétences et la compréhension de ce que c'est que la santé mentale et le soutien psychosocial et des principes du IASC. Mais ça, ce sont aussi des choses dont tous les membres peuvent être responsables et ils ont aussi un travail à faire à ce niveau-là au sein de leur propre agence et avec les différents partenaires. La fonction du co-facilitateur ou du secrétaire, c'est de soutenir les missions du lead et du co-lead. Donc, c'est de faciliter le rapport sur les activités réalisées par les organisations membres du GTT Santé mentale et le soutien psychosocial. Et c'est de partager des analyses sur les besoins non couverts, les doublons, etc., pour pouvoir les inclure notamment dans tout ce qui est analyse des besoins et la planification de la réponse humanitaire ou aux différents clusters. Donc, par exemple, le co-facilitateur, il peut être en charge de veiller à ce que la cartographie est régulièrement mise à jour des services existants, de faire un petit rapport qui peut être partagé avec la coordination intercluster tous les mois. Donc, ce sont le type de choses que peut faire un co-facilitateur. Ça, ce sont des exemples, hein, bien sûr, des fonctions. Elles peuvent différer au sein de chacun des groupes de techniques de travail sur le terrain, mais c'est pour vous donner un petit peu les rôles et responsabilités classiques, habituels. Et vous voyez que c'est quand même des grosses responsabilités, qui ont un rôle très important en termes de leadership de la part des leads et des co-leads et du secrétaire ou co-facilitateur pour que le GTT soit fonctionnel et efficace. Next slide, please. Donc, les facteurs de réussite pour un GTT qui marche bien sur le terrain, bah, c'est bien sûr, on en a parlé déjà, le temps, hein. Alors, idéalement, si on a quelqu'un à temps complet, c'est fantastique. C'est rare, mais c'est fantastique. Et puis, bah, sinon, il faut au moins que les personnes, elles puissent et elles aient officiellement du temps alloué à cette représentation en tant que lead et co-lead, puisque on le sait, animer un groupe technique de travail, ça prend beaucoup de temps. Et d'autant plus si c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous allez arriver à faire parler du GTT, plus vous allez être sollicité et plus ça demande du temps. Donc d'un côté, c'est super parce que ça fait que la santé mentale et le soutien psychosocial est de plus en plus pris en compte, mais ça veut dire qu'en termes de temps, il devient nécessaire peut-être un peu plus vite, soit d'avoir un poste qui est financé, soit de répartir un peu les tâches entre les différents membres du GTT pour que ça reste gérable pour le lead et le co-lead. Les autres facteurs clés de réussite, c'est bien sûr d'être redevable vis-à-vis du GTT, c'est-à-dire que les co-leads, comme on disait tout à l'heure, ils sont employés par une organisation, mais ils vont être redevables vis-à-vis du GTT. Et donc, quand ils vont aller représenter le GTT, par exemple, à une réunion de coordination intercluster, ils vont représenter le GTT. Ils ne vont pas représenter leur agence. Donc ça, c'est un élément qui est aussi très important. Ils doivent rendre des comptes au GTT sur ce qu'ils font, puisque, évidemment, c'est ça un peu l'idée. Ils doivent avoir des compétences et des expériences, puisqu'ils vont être sollicités à plein de niveaux pour pouvoir expliquer ce que c'est que la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est quoi les principes du IAS, comment on intervient dans une urgence, comment on travaille avec la protection de l'enfance, par exemple, comment on travaille avec la nutrition en SMSPS. Donc, tous ces aspects-là, comment on va faire que la santé mentale et le soutien psychosocial soient inclus dans le cycle de projet humanitaire. Donc, ça veut dire que effectivement, il doit avoir une certaine expérience et une certaine compétence, y compris
dans des sphères qui sont parfois un petit peu éloignées de leur travail quotidien au sein de leur agence. Bien sûr, ils doivent être opérationnels, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les leads et les co-leads sont des organisations opérationnelles qui ont des interventions sur le terrain. Partager les rôles entre les différents co-leads ou leads, c'est un élément qui est très important parce que, comme on l'a dit, la charge de travail est très importante. Donc, un des enjeux clés, c'est une bonne communication entre les co-leads pour qu'effectivement les choses soient faites de façon fluide et la plus efficace possible avec une bonne répartition des rôles. Que ce soit, le plus souvent aussi possible avec, des gens qui sont, au niveau national, un membre du personnel local pour, garantir la pérennité, mais aussi pour mieux comprendre le contexte au niveau culturel et au niveau, géopolitique et au niveau, des services existants et du fonctionnement global. Et puis qu'il soit en lien avec le groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial, puisque là-dessus, eh ben, comme aujourd'hui, par exemple, ça en fait partie. On est là en tant que groupe de référence pour vous appuyer sur le terrain et c'est une de nos fonctions principales. Next slide, please. Alors, il y a aussi, bien sûr, des rôles et des engagements des membres du GTT SMSPS, puisque bien sûr, il y a un rôle qui est primordial par les leads et co-leads et les secrétaires, mais un groupe, il va fonctionner seulement si tous les membres du GTT sont impliqués. Et donc ça, c'est vraiment un élément clé, c'est-à-dire que pour faire en sorte que les réunions du GTT soient intéressantes, que le GTT avance bien, qu'on arrive à faire le plan d'action, qu'on arrive à être repéré par l'ensemble des intervenants de l'architecture humanitaire, et ben, ça veut dire que chacun des membres doit avoir un rôle très actif là-dessus. Il y a certains GTT qui ont par exemple décidé de faire signer et de demander aux membres de signer une charte d'engagement pour être sûr qu'ils contribuent de façon efficace au GTT. Donc la première chose, évidemment, hein, c'est que si une organisation veut être membre, eh ben, elle s'arrange pour qu'il y ait des personnes qui soient disponibles pour participer aux différentes réunions et aux différentes activités. Là, j'ai mis au niveau national et régional, mais comme je disais tout à l'heure, on peut être présent au niveau national et pas régional, ou au niveau régional et pas national. Donc, j'aurais dû mettre et ou, puisque l'idée, c'est que on participe au GTT là où on est actif et là où on va avoir du coup un rôle à jouer effectivement dans la coordination de la réponse. Les points focaux, les personnes qui sont désignées, elles représentent leurs organisations respectives et elles doivent donc connaître le mandat, les capacités, les priorités et les activités de leurs organisations, puisque elles vont devoir aussi les partager avec les membres du GTT Santé mentale et soutien psychosocial et les faire valoir. Donc, par exemple, ça n'a pas forcément de sens que ce soit le chef de mission d'une ONG qui vienne et qui intervienne au niveau du GTT SMSPS. Bien sûr, il va connaître le mandat et les capacités. Par contre, il va peut-être pas être en mesure de vous dire, au niveau des interventions en santé mentale et soutien psychosocial, qu'est-ce qui est fait. Donc, c'est plus intéressant que la personne qui vienne au sein des GTT SMSPS soit une personne qui mène des activités en santé mentale et soutien psychosocial et ait des compétences dans ce secteur. Les points focaux, des différentes agences, ils sont responsables d'assurer et de veiller à ce qu'il y ait une communication d'informations pertinentes en lien avec le GTT, au sein de leur organisation et au niveau des réalisations mensuelles sur le format en ligne ou en réel. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que quand on est, membre du GTT, on s'engage à dire qu'est-ce qu'on fait en tant qu'agence pour que le GTT puisse compiler l'ensemble des interventions SMSPS qui sont mis en place sur le terrain et les faire valoir en tant que GTT en disant voilà ce qui est fait au niveau des membres du GTT et voilà ce qui manque. C'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait un maximum d'acteurs qui soient dans le GTT pour qu'on puisse dire bah, dans la réponse humanitaire dans cette province, voilà ce qui est fait, voilà les services manquants et ensuite, en interne, au sein du GTT ou auprès des bailleurs ou auprès de notre propre agence, pouvoir aller faire du plaidoyer pour que les besoins non couverts soient couverts ou pour que quand il y a des doublons, les doublons soient évités. L'autre point,
c'est de effectivement s'assurer qu'on a un engagement proactif aussi dans la répartition des tâches et des initiatives. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Par exemple, ça peut être de dire, en tant que membre, je peux aller la semaine prochaine représenter le GTT à la réunion de coordination intercluster. Ça peut être, on a une demande des médias sur la santé mentale et le soutien psychosocial au niveau du GTT. Moi, je peux aller répondre aux médias pour expliquer ce que fait le GTT SMSPS et la réponse santé mentale et soutien psychosocial qui est mise en place sur le terrain. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et puis, bien sûr, les membres du GTT s'engagent à adhérer au point développé dans les termes de référence du GTT et au plan d'action. Mais en général, alors les termes de référence peuvent avoir été faits avant l'adhésion de l'agence, mais ce sont des termes de référence qui sont somme toute assez classiques et qu'on doit aussi du coup promouvoir au sein de sa propre agence. C'est que les principes du IASC, santé mentale et soutien psychosocial, on va les promouvoir ensuite au sein de sa propre agence si jamais ils ne sont pas promus. Mais on va aussi, par exemple, s'engager et prendre part à certaines activités du plan d'action. En général, c'est plus simple puisque le plan d'action, il a été fait par l'ensemble des membres qui vont s'engager et dire, voilà, moi, je peux prendre en charge cette activité ou cette activité dans le plan d'action. Vous l'avez tous fait très, très bien là, par exemple, sur les Journées mondiales de la santé mentale, de dire, ben, moi, en tant qu'agence et en tant que membre du GTT, je m'engage à faire cette intervention ou à participer financièrement pour l'organisation de la mondiale de la santé mentale. Mais ça peut être aussi, par exemple, moi, je suis une agence, je vous propose, puisque dans le plan d'action de l'année prochaine, il y a marqué qu'on veut faire une évaluation des besoins et des ressources en santé mentale et soutien psychosocial, en tant qu'agence, je vais essayer de trouver un financement pour faire cette évaluation et qui servira à l'ensemble du GTT. Ou alors, en tant qu'agence, on a décidé au niveau des GTT que ce serait intéressant qu'on ait une formation sur l'ensemble des services minimums en santé mentale et soutien psychosocial. En tant qu'organisation, je vais trouver un financement pour pouvoir le faire et qu'on puisse ensuite former à la fois les gens de mon agence, mais aussi des personnes des autres agences sur cette formation et avoir ainsi un langage commun. Next slide, please. Au niveau, là, je vous ai repris l'exemple, vous vous rappelez peut-être que, au moment en juillet, on avait fait une session francophone où le Cameroun extrême nord nous avait présenté un petit peu ses outils et donc là, je vous ai repris une des diapos qui avait été mis, à l'époque, pour vous donner un exemple, hein, des responsabilités des membres du GTT, la façon dont c'était formulé. Donc ça, c'était l'exemple du Cameroun qui vient compléter ce que je viens de vous dire. Et donc, selon les GTT, vous pouvez décider ou non de clarifier quelles sont les responsabilités des membres du GTT. Souvent, c'est aussi un petit chapitre qui est inclus dans les termes de référence du groupe technique de travail et qui permet que les organisations qui s'engagent dans le GTT sachent à quoi elles s'engagent. Next slide, please. Alors, dans ce qui permet aussi un bon fonctionnement, bah, bien sûr, il y a le fait d'avoir des réunions du GTT, santé mentale et soutien psychosocial, qui soient régulières et fixes. La plupart d'entre vous, vous le faites déjà, c'est-à-dire qu'il y a de façon systématique, le premier jeudi du mois, par exemple, la réunion du GTT à telle heure. Comme ça, tout le monde le sait, toutes les agences sont au courant, c'est plus facile de le mettre à l'avance dans son planning et de s'organiser autour puisque c'est fait de façon régulière. Il y a, pour que ça fonctionne bien, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un ordre du jour de la réunion et potentiellement de le faire, circuler en amont. Là, je vous ai mis un exemple en disant au moins 3 jours avant, mais bien sûr, ça peut être beaucoup plus tôt, pour que chaque membre puisse aussi rajouter des points de discussion pendant ces réunions GTT SMSPS. Les points peuvent être extrêmement variés et sont dépendants de chaque GTT. Je vous donne des exemples. Ça peut être de travailler ensemble sur le plan d'action. Ça peut être de faire une mise à jour de là où on en est du plan d'action. Ça peut être de dire, voilà, on voudrait travailler sur la question du suicide par rapport à notre zone. Donc, on fait une session sur le suicide. Ça peut être de faire une évaluation des formations. Ça peut être de travailler ensemble sur quels sont les mécanismes de référencement entre les différentes organisations. De vouloir présenter les activités d'une organisation
présenter un travail sur une thématique. Donc vraiment, c'est très, très large. Ça peut être de vouloir, présenter par exemple, le compte rendu d'une évaluation qui a été faite dans une province. Donc c'est extrêmement large. Ça dépend des besoins que vous repérez sur le terrain, mais l'idée, c'est effectivement que ce soit une plateforme d'échange et une plateforme où vous, travaillez ensemble et vous nourrissez ensemble un certain nombre de points pour renforcer et améliorer la réponse sur le terrain. Idéalement, enfin pas idéalement, il faut faire des comptes rendus, de ces réunions, pour que les gens qui ne peuvent pas y participer de façon ponctuelle, aient quand même l'information. Même si c'est pas un très long compte rendu, il y a des modèles qui peuvent être, partagés et puis, du coup, ça permet aussi de savoir quelles sont les actions demandées et de faire le suivi de ce qui a été, discuté pendant cette réunion. Et puis, bien sûr, ça permet aussi de mettre à jour de façon régulière la liste des membres du GTT pour s'assurer que, les gens, les agences, membres sont toujours présents, que les gens ont les informations et donc, de mettre à jour régulièrement les contacts. Next slide, please. Je repris à nouveau, les outils de l'extrême nord pour vous montrer des exemples d'outils qu'on considère comme importants et qui participent au bon fonctionnement d'un GTT. En général, bon là, je pense que c'est quasiment le cas de tous les GTT, que je connais, et que vous représentez aujourd'hui, c'est d'avoir pour commencer des termes de référence qui clarifient effectivement qu'est-ce que c'est que le GTT et cetera. Tout ce que je décris là, il y a des modèles qu'on peut partager avec vous. La deuxième chose, c'est bien sûr d'avoir un plan d'action. C'est-à-dire qu'entre vous, les membres, vous décidiez et là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur le manuel de coordination en santé mentale et soutien psychosocial. Vous vous organisez pour dire: «C'est quoi nos priorités d'action pour l'année prochaine?» Est-ce qu'on a envie de mettre l'accent sur le suivi et l'évaluation? Est-ce qu'on a envie de mettre l'accent sur faire du plaidoyer auprès de certains acteurs? Il y a des choses aussi qui sont récurrentes, par exemple, s'assurer qu'on va intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans le cycle de projet humanitaire. On sait que ça va être tous les ans. Mais ça doit être dans le plan d'action puisque ça va vous demander du temps. Donc ce sont des choses effectivement où on décide en tant que groupe que ce sont des questions importantes qu'on veut travailler et sur lesquelles on veut avancer au cours de l'année. Et bien sûr, un plan d'action, il doit aller avec un budget, hein, parce que sinon ça va être difficile de le mettre en place et avec des organisations, et là c'est pas que le rôle des co-leads, ça peut être le rôle de n'importe quel membre, de dire, bah, par exemple, cet aspect du plan d'action, moi, je veux bien le porter. Pour vous donner un exemple au niveau du groupe de référence, au niveau global, c'est ce qui se fait. Il y a des thématiques qui sont décidées parce qu'on a repéré qu'il y avait des besoins, où il y a une demande sur le terrain de travailler sur certains sujets. Par exemple, la santé mentale et le soutien psychosocial avec les enfants et les familles. Et à partir de là, il y a une proposition qui est faite de travailler sur cette thématique-là, en sous-groupe, pour les acteurs qui le souhaitent. Les agences qui le souhaitent participent à ce groupe thématique et il y a un plan d'action vraiment tourné vers, des résultats concrets de ce travail qui est fait en groupe et qui peuvent donner lieu ensuite à, par exemple, comme on parle du groupe de référence là, la boîte à outils, d'évaluation santé mentale et soutien psychosocial qui vient d'être, publiée. Elle a été faite dans le cadre d'un de ces groupes thématiques avec 2 agences qui ont proposé d'être lead pour ce groupe de travail thématique spécifique, avec des membres qui ont travaillé avec eux pour, sortir cette boîte à outils, hein. Donc ça peut être aussi une stratégie, de travail sur le terrain. Dans les autres outils, il y a donc bien sûr la cartographie des acteurs. Il y a un système de référencement entre les différents acteurs pour savoir qui fait quoi, comment on se réfère les cas et les patients. Les engagements minimums, là, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont, les engagements minimums des différents membres du GTT pour être sûr qu'ils soient actifs. Une mailing list à jour, un canevas des minutes de la réunion et un canevas d'agenda de la réunion qui permet de gagner du temps, à chaque invitation de réunion, mensuelle. Un toolkit qui est proposé pour les évaluations, ça c'est pas forcément dans tous les GTT, là c'est le cas à l'extrême nord, Cameroun. Une liste des activités qui est mise en place sur le terrain et un plan de référencement des capacités des acteurs.
Donc ça, ce sont des exemples de choses qui peuvent être mises en place aussi de façon moins systématique au niveau des GTT. Next slide, please. Et en plus de ça, il y a un site REP qui est mis en place et qui permet de partager des informations mensuellement au niveau de l'architecture humanitaire, donc où on va dire, et là ça peut être aussi tous les 3 mois, on va dire, voilà, au niveau du GTT, les activités qui ont été mises en place, on a rencontré telle et telle organisation, on a été faire des présentations à tel cluster, etc. Mais aussi en termes d'intervention sur le terrain, et c'est là où c'est vraiment important que les membres soient proactifs au niveau du GTT. Voilà les interventions qui ont été mises en place sur le terrain au cours des 3 derniers mois ou au cours du dernier mois, et ainsi de mettre à jour et de rendre des comptes au niveau des organisations et au niveau d'OCHA ou du coordinateur humanitaire et de la coordination intercluster, de faire valoir ce qui a été fait en santé mentale et soutien psychosocial. La cartographie avec le 4W ou le 5W, ou qui fait quoi ou comment en français, et puis un rapport annuel avec les informations qui ont été faites par le GTT qui compile un peu les informations contenues dans le site REP. Donc ça, ce sont des exemples pour l'extrême nord. Next slide, please. Donc ça, c'est la même chose hein, pour vous montrer un petit peu comment ça peut se présenter. Next slide, please. Ça, c'est un exemple pour le circuit de référencement. Donc, vous voyez, suite à la cartographie, on peut faire un circuit de référencement qui va permettre de dire, voilà, selon les besoins qu'il y a au niveau par rapport à des bénéficiaires et à des gens dans cette zone, si jamais je veux rencontrer, j'ai besoin d'envoyer une personne en sécurité alimentaire, voilà les personnes et leurs contacts à qui je peux référer. Si on a besoin de quelqu'un en service spécialisé, voilà les agences qui font des services spécialisés dans la zone et à qui on peut référer des personnes avec les noms des focal points. Donc, ça vous permet ensuite de construire au niveau du GTT tout un système de référencement et de vous sentir aussi beaucoup moins démuni quand vous êtes sur le terrain pour dire, ben voilà, si j'ai ce problème ou ce problème-là, à qui je peux référer dans la complémentarité avec des personnes. Et puis, du coup, bah, comme si votre GTT fonctionne bien, ces personnes-là, vous les connaissez, vous savez comment elles travaillent, vous savez dans quel camp elles travaillent, dans quelle zone précise elles travaillent, et du coup, ça donne énormément de fluidité au travail que vous faites. Ça vous permet bien sûr de repérer aussi là où il y a un manque d'acteurs, soit en termes de zone, soit sur la pyramide, et de pouvoir faire du lobbying et pouvoir travailler pour que, effectivement, des besoins non couverts soient couverts dans les mois suivants, parce qu'on aura repéré avec le référencement à travers les discussions, par exemple, que ben, quand on a un patient, par exemple, qui a besoin d'une prise en charge spécialisée, ben, on ne sait pas où l'envoyer. Et donc de faire un travail après en tant que GTT pour développer ces services spécialisés et qu'une agence ait envie de travailler sur cette question. Next slide, please. Ça, c'est des exemples aussi du coup des sites REP dont je vous parlais, qui sont ensuite partagés avec l'architecture humanitaire, donc au niveau du GTT du Cameroun. Et ça vous donne aussi des éléments, voilà, quand on partage des données comme ça, de donner de la visibilité à ce que vous faites, mais aussi de repérer pour vous qu'est-ce qui marche pas, et de faire valoir et de faire du plaidoyer pour tout ce qui est santé mentale et soutien psychosocial, et de faire que les autres acteurs des autres secteurs vous repèrent aussi et puissent aussi travailler avec vous et en évitant les doublons sur ce qui est pertinent. Next slide, please. Un autre exemple que je voulais partager avec vous, c'est le GTT Santé mentale et soutien psychosocial du Burkina Faso, où OCHA leur a proposé de faire une page sur le site Relief Web. Relief Web qui est quand même un des sites extrêmement regardés pour tout ce qui est les urgences humanitaires, où ils indiquent qu'est-ce qui est fait au niveau du GTT santé mentale et soutien psychosocial, avec la mise à jour des documents du groupe de travail, les TDR, etc. Et qui peut être une page qui est nourrie avec les comptes rendus de réunion, les minutes de réunion, les assessments, etc. Et qui sont donc disponibles au niveau international et qui donnent une super visibilité à votre travail sur le terrain.
Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez pousser en tant que GTT pour être beaucoup plus visible en prenant l'exemple du Burkina Faso pour pouvoir avoir une page dédiée pour vos activités et pour votre GTT. Next slide, please. Alors là, c'est juste un exemple, on va peut-être pas le faire en détail, mais pour commencer à alimenter notre réflexion ensemble, euh, par rapport au GTT dont vous êtes membre ou lead actuellement, est-ce que vous avez des termes de référence déjà? Oui, non, obsolète, ou vous ne le savez peut-être pas. Est-ce que vous avez une stratégie et un plan d'action pour 2025? Est-ce que vous avez fait un bilan de l'année 2024? Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que s'il n'y en a pas, c'est prévu d'en mettre un en place? Est-ce que vous avez une liste des membres du GTT qui est actualisée? Il n'y en a pas. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que vous avez une diapo avec les différents logos qui donnent de la visibilité à ce que vous faites, qui vous permet aussi de, quand quelqu'un va vous demander, bah d'accord, votre GTT, vous représentez combien d'agences, que vous puissiez dire rapidement combien d'agences et puis voire même envoyer une slide avec ces agences pour donner plus de poids à ce que vous faites. Est-ce que vous avez une mailing list? Oui, non. Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes maintenant qui fonctionnent avec des groupes WhatsApp en complément quand il y a des difficultés avec Internet? À vous de voir si ça peut être pertinent d'en avoir un pour certains échanges. Souvent, l'intérêt du groupe WhatsApp, c'est de rappeler les réunions, mais ça peut être aussi, par exemple, voilà, il y a un patient qui aurait besoin de telle et telle chose à tel endroit. Est-ce que quelqu'un dans le groupe intervient là-bas? Donc, ça permet une fluidité, une rapidité de réponse comme ça sur des questions un peu rapides. Est-ce que dans votre GTT, vous avez un format pour les agendas de réunion et des comptes rendus de réunion? Et est-ce que les membres du GTT peuvent alimenter et proposer des sujets à l'agenda? Est-ce que vous avez une cartographie des acteurs et un système de référencement possible? Est-ce que vous avez une évaluation des compétences et un plan de renforcement des compétences ou est-ce que vous avez envie de travailler là-dessus pour pouvoir faire des demandes de formation? Je vous rappelle par exemple qu'il est possible de demander au groupe de référence des formations sur l'ensemble minimum de services en santé mentale et soutien psychosocial, sur le suivi et évaluation et sur tout un tas d'autres choses. Donc n'hésitez pas non plus à repérer ça et à faire des demandes. Est-ce que vous avez un format pour partager des informations avec la coordination intercluster et les autres acteurs et rendre visible ce que vous faites régulièrement pour que du coup, bah, tout ce qui est fait en santé mentale et soutien psychosocial apparaisse bien dans les réunions intercluster, mais aussi dans les rapports qui sont produits régulièrement et du coup plus facilement ensuite dans tout ce qui est le cycle de projet humanitaire. Et ça peut être plein d'autres choses encore. C'est juste pour commencer à ce que vous puissiez réfléchir et qu'on puisse ensuite, dans les questions-discussions, aborder tous ces points. Next slide, please. Et ça, c'est aussi d'autres choses qu'on peut commencer à réfléchir et discuter. Mais par exemple, on s'appuie sur les structures existantes. OK, comment mon GTT il est en lien avec les coordinations existantes, avec le système de santé, avec le système de protection, avec le système humanitaire, dans les cas d'épidémie, comment il est en lien avec tout le système de réponse aux épidémies. Donc, comment ça s'articule? Euh, Identifier et impliquer les acteurs. Est-ce que quand je regarde un petit peu les intervenants sur le terrain, je me dis qu'on a ratissé assez large, qu'on a toutes les personnes intéressantes qui font partie déjà du GTT? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont de l'éducation, qui participent au GTT, qui savent qu'on existe, avec qui on peut faire des liens? Même chose avec la protection de l'enfance ou avec le groupe JBV, donc violence basée sur le genre, pardon. Donc, est-ce que, par exemple, j'entends parler qu'il y a une association de psychologues nationale? Est-ce que je les implique? Comment je peux faire en sorte qu'ils soient intéressés pour rejoindre le GTT et travailler avec nous? Comment peut-être si je travaille avec eux, ça va me permettre de penser et de former les futurs psychologues aussi aux interventions d'urgence? Est-ce que dans les méthodes de travail consensuelles que j'ai mis en place, on a une bonne compréhension ensemble des règles, des méthodologies, et cetera, et qu'on arrive à bien travailler ensemble en tant que GTT, en faisant des ateliers, pendant nos réunions? Est-ce qu'on a des processus de coordination de routine
Est-ce que oui, on a une réunion mensuelle ou pas? Est-ce que j'aimerais en ajouter d'autres ou pas? Le lien avec les stratégies et les plans nationaux. La mobilisation des ressources, comme on en a parlé pas mal, est-ce qu'il y a une bonne coopération pour l'affectation des ressources? C'est-à-dire quand on organise quelque chose, est-ce que chacun essaye à son niveau de participer? Ça peut être parce qu'on va faire la réunion une fois dans telle organisation, une autre fois dans une autre organisation. Ça peut être quelqu'un qui va dédier du temps à telle ou telle activité. Ça peut être aussi, de proposer, par exemple, d'avoir une représentation qui tourne dans certains clusters. Donc comment effectivement ces ressources-là, au niveau du GTT sont, le plus optimisées? Et puis, est-ce qu'il y a effectivement des dynamiques de pouvoir dans mon GTT qu'on essaye aussi d'harmoniser pour qu'il n'y ait pas, une organisation ou, une agence ou, un lead qui prend toute la place et qui fait qu'il y a plus de dynamique, en dans le groupe, qu'il y a pas d'échange et qu'en fait on se sent plus assujetti à certaines agences plutôt que dans une participation, équitable où chacun a son mot à dire et quelque chose de plus participatif. Next slide, please. Ça peut être aussi des choses que vous travaillez en groupe et après j'arrête, parce qu'après je pense que ce sera intéressant qu'on discute ensemble. Mais voilà, par exemple, ça peut être de réfléchir dans votre groupe de travail, ça peut être un des points, d'une réunion mensuelle. Quels sont les acteurs avec une forte collaboration, d'autres avec une collaboration faible ou des acteurs qu'on aimerait approcher pour renforcer notre GTT et ça peut être la fois d'après, d'avoir différents membres qui vont aller approcher différentes organisations pour qu'ils viennent et qu'ils fassent partie du GTT, qu'on les briefe. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut aussi faire, par exemple, lors d'une réunion mensuelle pour élargir et être sûr qu'on couvre mieux tous les acteurs en santé mentale et soutien psychosocial.